5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Il n'y avait pas eu de sommet mondial sur l'eau douce depuis 1977, c'est-à-dire 46 ans. Et si les conférences sur le climat se succèdent régulièrement depuis plusieurs années, ils en faisaient à peine état. Le changement climatique et les manifestations diverses contribuent à la prise de conscience de l'importance de l'eau, question vitale pour l'humanité, alors que la crise de l'eau commence par se ressentir dans bien de pays. En 2015, les Nations Unies avaient fixé un objectif de développement durable pour assurer en 2030 l'accès universel à l'eau potable et aux services d'assainissement. 2030, c'est pratiquement demain. À ce jour, plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas un accès correct à l'eau potable. On revient donc dans cette émission sur les conclusions issues de ces assises sous la coupole des Nations Unies. Et puis, l'État a entrepris, vous le savez, une opération de dragage du lac Aimé. Le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, s'est rendu vendredi dernier sur place avec une délégation sur le site de dragage pilote de Djondi-Ronclou dans la commune de Ouida. L'objectif donc est de constater le niveau d'avancement de ce projet attendu par les populations depuis plus de 50 ans. On en analyse pour vous les grands enjeux de cette opération pour les populations et pour l'écosystème en place. Et pour en parler, William Apollinaire Tchoki est resté avec moi, mon collègue donc de la rédaction de la télévision nationale et surtout du desk santé environnement. Bonjour Will. Oh, bonjour Eman. Juste à côté de lui, Alain Tosnon, notre consultant attitré sur l'émission. Bonjour Alain. Bonjour Eman. Et puis André Zogo, il est le président de la CANEA ou du CANEA. Du CANEA, voilà. C'est le cadre de concertation des acteurs non étatiques du secteur de l'eau et de l'assainissement. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Et bonjour à vos téléspectateurs. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Vous étiez donc certainement au plus près de ces assises. Vous avez suivi tout ceci de très près. Vous étiez un privilégié, en tout cas de nous tous qui sommes ici sur le plateau. Vous êtes le mieux, je vais dire, concerné par le sujet en thème, bien sûr, de référence, bien évidemment, puisque vous étiez donc à ces assises-là. On va l'évoquer dans un instant. Donc, le temps, justement, de me tourner vers William Apollinaire Tchoki. On avait pu, voilà, prospecter autour du sujet, en attendant donc que l'ONU ne puisse évidemment mettre en œuvre cette conférence sur l'eau. C'est une conférence quand même qui a pris du temps à se dessiner. 46 ans. 46 ans. C'est beaucoup, hein, 46 ans qu'il n'y a pas eu de sommet sur l'eau. C'est vrai, 46 ans, c'est beaucoup. Pendant que tout le monde chante que l'eau, c'est la matière la principale dont tout humain a besoin pour vivre. Et puis, on a mis tout ce temps avant qu'on ne puisse avoir une assise aussi importante pour réfléchir sur les questions liées à l'eau. Vous l'avez dit, aujourd'hui, on dit que plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Et quand on revient dans nos petites cellules pays, j'allais dire, on voit un peu toutes les conséquences que cela a. On sait que dans beaucoup de régions encore au pays, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, même si l'État essaie de faire ce qu'il peut faire. Mais le problème est toujours posé. Alors, revenons maintenant aux assises de New York. C'est vrai que je n'étais pas là, je n'ai pas la chance d'y aller. Mais quand même, j'ai lu un peu le résumé. Quand on dit qu'il y a, par exemple, plus de 700 engagements qui ont été pris et qu'on a promis encore, comme toujours, 300 milliards de dollars pour aider les autres pays qui n'ont pas accès à l'eau potable de résoudre ces problèmes, je me dis encore, c'est encore des promesses faites à ces différentes nations. Est-ce que ces promesses seront tenues? Ce qui est important, c'est d'abord que chacun dans son pays puisse prendre conscience de dire qu'on doit tout faire pour que chaque citoyen, où il se trouve, puisse trouver de l'eau potable. Parce que sans eau potable, d'abord, c'est la première cause de maladie, de mortalité dans nos différents pays. Manque d'eau, manque d'assainissement, manque d'hygiène. Et quand on parle de manque d'hygiène, c'est pas s'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas d'hygiène. Quand on parle d'assainissement, c'est pas s'il n'y a pas d'eau qu'il n'y a pas d'assainissement. Donc, tout est lié. Le plan aujourd'hui, c'est de faire pour que chacun puisse avoir de l'eau potable et aussi d'autres choses. Nous qui sommes dans nos différentes maisons, qu'on essaie quand même de faire un peu d'économie, ne pas gaspiller ces ressources, parce qu'à côté de nous, il y en a qui n'ont pas cette eau à boire. Alain Tosnon, on parle donc d'un programme audacieux
ambitieux, donc mis en place par l'Organisation des Nations Unies sous l'égide donc d'Antonio Guterres, le secrétaire général donc des Nations Unies, qui a porté le projet à bout de bras. On voit un activisme quand même assez prononcé du secrétaire général pour les questions liées à l'eau et à l'environnement. Oui, avant de vous répondre, je dois dire que c'est vrai que depuis 1977, on n'a pas eu une autre conférence aux Nations Unies qui porte sur l'eau. Mais il ne faut pas oublier, chaque 3 ans, depuis 1997, nous avons des forums mondiaux de l'eau. Nous en avons eu, je crois, après Istanbul, il y a eu Marseille. Après Marseille, il y a eu la Corée du Sud. Après, il y a le Brésil. Et puis, tout dernièrement, c'était à Dakar. Donc, je crois que c'est quand même des occasions où tous les acteurs, gouvernements, acteurs non étatiques, mais également les chercheurs se réunissent pour pouvoir donc parler de l'eau. Vous savez, contrairement aux autres questions, l'eau rassemble. L'eau rassemble. J'ai eu la chance de participer à un certain nombre de forums et j'ai toujours lu dans un engagement très fort lorsqu'il s'agit de l'eau. On vient et on se rend bien compte qu'il y a des progrès. Quand je prends du Forum mondial de Marseille en 2012 en Afrique subsaharienne jusqu'à maintenant, pratiquement 10 ans après, les pays ont fait un bond énorme en matière d'accès. Nous étions pratiquement à moins de 50% quand on était au Forum mondial de Marseille en matière d'accès en Afrique subsaharienne. Mais vous voyez aujourd'hui des pays comme le Sénégal et autres qui sont à plus de 90%. Ça veut dire qu'en matière d'accès à l'eau, il y a des progrès. Donc, mais on peut regretter le fait qu'on a attendu si longtemps pour organiser une conférence aux Nations Unies qui porte sur les questions de l'eau. Mais on doit quand même reconnaître aussi que l'objectif de développement durable, l'objectif 6 qui porte sur l'eau et l'assainissement, ça a été aussi un travail qui a été fait. Parce que ce n'était pas gagné d'avance qu'on ait un objectif et spécifiquement sur les questions donc, de l'eau. Il y a eu un travail qui a été fait en amont pour en arriver là. Alors aujourd'hui, le pacte d'action pour l'eau, il faut saluer, même s'il n'est pas contraignant, parce que c'est ce que les organisations de la société civile regrettent, que ça ne soit pas des engagements contraignants, mais c'est on dirait une litanie d'engagements volontaires. Donc quand c'est comme ça, on se dit, est-ce que les pays, est-ce que les gouvernements vont pouvoir le respecter? On dit que, la liste est ouverte jusqu'au 1er mai encore 2023 pour que ceux qui veulent encore faire des engagements puissent pouvoir donc les notifier. Mais je crois fermement que sur la question de l'eau, comme je l'ai dit, les gens tiennent leurs engagements. Quand vous regardez, même dans notre pays, vous avez vu que effectivement l'eau, c'est une ressource qui tout le monde est sensible à la question de l'eau. Parce que l'eau, comme on le dit, elle est importante pour la vie, mais aussi elle est importante pour le développement. Et vous allez vous rendre compte que toutes les régions du monde sont concernées par la question de l'eau. C'est vrai que les problèmes ne sont pas de même nature. Quand vous prenez l'Afrique subsaharienne et la Corne de l'Afrique, nous avons des problèmes d'accès encore. Malheureusement. Mais quand vous prenez d'autres régions, vous prenez la Corée du Sud, où on a eu le 7e Forum mondial de l'eau, ils ont connu un développement vertigineux, mais après ils se sont rendus compte qu'ils sont face aux questions de pollution. Est-ce que vous voyez? Donc là-bas, même quand on finit de résoudre donc la question de l'accès, il y a la question de la gestion durable. Et vous prenez même l'Arabie Saoudite et autres. Donc c'est des pays et d'autres. Et vous prenez l'Éthiopie et l'Égypte sur la question donc des conflits. Donc, si ce n'est pas des questions de conflits, si ce n'est pas des questions d'accès, il y a la question donc de la gestion durable sur les questions de pollution. Donc, ça veut dire que tous les pays, en fait, sont concernés par la question de l'eau. Et aujourd'hui, face au changement climatique, tout le monde se rend compte que si les pays ne coopèrent pas, on ne pourra pas s'en sortir. C'est pour ça qu'on a besoin, tous les pays sont condamnés à aller vers un cadre de coopération. Parce que l'eau n'a pas de frontières et on a besoin de dialoguer, donc de se retrouver pour que, effectivement, autour de cette ressource-là, on puisse mettre en place des mécanismes qui permettent aux États de se parler pour garantir donc la gestion durable donc, de cette ressource qui est importante pour la vie, mais également pour le développement. D'accord. Alors, M. Zogo, quels étaient les sujets donc, spécifiques qui étaient sur la table du côté de New York? Merci beaucoup. À la conférence des Nations Unies sur l'eau, qui s'est tenu à New York du 22 au 24 mars dernier,
Et les thématiques qui étaient sur la table, c'était de voir vraiment où est-ce qu'on en était dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable et dans le plan d'action qui a été mis en place pour la décennie qui est en cours et qui finit en 2028. Donc il s'agissait de faire une revue à mi-parcours pour voir comment est-ce que les différents États sont en train de progresser vers les objectifs. Mais il s'est agi également de discuter de thématiques précises telles que l'eau et la santé, l'eau et le développement durable, l'eau, le climat et l'environnement, mais aussi l'eau à travers la coopération transfrontalière et puis le plan d'action de l'eau. Donc voilà les thématiques qui ont été les plus traitées à travers les dialogues interactifs, mais il y a eu aussi d'autres événements parallèles qui ont été organisés par différentes organisations et qui ont porté sur d'autres thématiques, telles que l'eau, la sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la sécurité et qui créent beaucoup de déplacés. Il y a des millions de réfugiés aujourd'hui dans le monde et ces réfugiés constituent des couches vulnérables par rapport à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Il y a également la question des peuples autochtones qui a été abordée largement parce que on s'est dit que la gestion de l'eau doit se baser sur les connaissances endogènes des peuples autochtones parce que ces peuples autochtones ont eu à gérer l'eau, sont face au problème de l'eau et on ne doit pas mettre de côté leurs connaissances, leur capacité, leur habileté à pouvoir gérer l'eau. Donc cette thématique aussi a été développée. Et il a été question également de voir l'implication des jeunes et des femmes. Comme vous le savez, les jeunes constituent une couche importante de notre société et on ne peut pas les mettre de côté pour parler de la gestion de l'eau. Et nous avons beaucoup d'organisations de jeunes aujourd'hui, même dans notre pays, qui s'investissent dans la gestion de l'eau, dans les problèmes liés à l'eau et qui réclament une place plus importante dans les mécanismes de prise de décision. Donc les jeunes, à travers par exemple le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, se sont beaucoup mobilisés au cours de cette conférence et ont fait des propositions et même pris des engagements par rapport au plan d'action qui vient d'être mis en place. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qui a été retenu du côté de New York? Alors, à l'issue des travaux, comme les collègues l'ont dit tout à l'heure, il y a des engagements qui ont été pris. Puisque, effectivement, cette conférence n'avait pas pour but de déboucher sur un accord négocié ou sur une convention qui va s'imposer à tous. Mais c'était une balade des copains. C'était prévu, non, c'était prévu Le moins fort. pour déboucher sur un plan d'action basé sur les engagements volontaires. Et c'est là toute la question. On se demande, est-ce que, bon, parce que les engagements étant volontaires, est-ce qu'ils seront effectivement respectés? Mais d'autres disent que, étant donné que les gens ont pris ces engagements-là sans coercition, c'est qu'ils ont fait leur bilan, ils ont vu leurs capacités, leurs moyens, et ils ont pris ces engagements. Donc, il ne doit pas leur être difficile de respecter ces engagements. Donc, on a au-delà de 700 engagements qui ont été pris, et au bout du rouleau, le plan d'action du secrétaire général. Et concrètement, pour vous, je veux dire, comment analysez-vous cette dynamique? D'abord, il faut se féliciter du fait que cette conférence ait eu lieu. Pourquoi? Parce que, vous l'avez rappelé, la première et la dernière a eu lieu en 1977. Ouais. Et vous avez dit que ça faisait 46 ans. Et pourquoi il n'y en a pas eu d'autres? C'est vrai qu'il y a eu d'autres événements qui ont mobilisé les acteurs de l'eau, tels que les forats mondiaux de l'eau et autres plateformes. Mais dans le système des Nations Unies, cette conférence est la deuxième, après 46 ans.
Mais c'est pour dire que au sein des Nations Unies, c'est progressivement que l'eau est en train de prendre sa place. Et aujourd'hui, l'une des revendications de la société civile, justement, c'est qu'il y ait une agence dédiée à l'eau dans le système des Nations Unies, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous avons ONU-O, mais ONU-O n'est pas une agence. ONU-O n'est pas une agence comme les autres agences du système des Nations Unies. ONU-O, c'est un mécanisme de coordination des actions qui sont liées à l'eau. Mais ce que nous aurions souhaité, c'est qu'il y ait vraiment une agence dédiée à l'eau au sein du système des Nations Unies pour qu'il y ait une suite, une continuité dans les réflexions et les actions. D'accord. Très bien. Alors, William Apollinaire Tchouki, on parle aujourd'hui d'engagement volontaire. On a vu, par exemple, si on essaie de transposer ce qui se passe du côté du climat avec les différentes COP, au niveau du climat, on a vu des engagements presque contraignants. On a eu l'accord de Paris, on a eu d'autres accords par la suite, même si on estime que c'est l'accord de Paris qui aura été quand même l'un des accords les plus... je dirais plus intéressant en termes d'avancée dans la lutte contre les changements climatiques. Finalement, on a vu ce que ça fait pratiquement pitch. Les COP qui ont suivi, voilà, les COP se succèdent sans qu'on n'ait pas forcément d'issue favorable. Aujourd'hui, on parle d'engagement volontaire. Est-ce que quelque part, ce ne serait pas comme si, bon, ok, d'accord, c'est volontaire, je fais ce que je veux. De toute façon, personne ne me dit absolument rien du tout, on passe à autre chose. Bon, je ne voudrais pas être sceptique, Emma, mais c'est vrai, quand on compare un peu les engagements pris à l'accord de Paris aux engagements qui sont pris au sommet de New York, on s'est dit, quelque part, c'est une faille, du moins c'est une faiblesse pour ces grands regroupements, parce qu'on s'est dit, si ces engagements sont contraignants, on pourrait respecter, bien sûr, ces engagements pris. Bon, M. Zogo l'a dit, c'est volontairement que les gens ont pris ces engagements. Donc, c'est certainement par rapport à ce qu'ils ont pu atteindre dans leurs différents pays, dans les différentes régions du monde, que les gens ont pris ces engagements-là. C'est bon de prendre les engagements, mais il faudrait que ces engagements soient contraignants. Si ce n'est pas contraignant, quand on compare un peu à ce qui se passe au niveau du climat, vous l'avez dit, chaque année que Dieu fait, il y a des COP. On revient, c'est les mêmes trucs qu'on répète, qu'on ressasse. On dit, on vous promet tel montant, vous aurez ci pour atteindre tel objectif, mais jamais on atteint cela. Donc, je me dis, quelque part, peut-être que je pourrais faire un bémol par rapport à l'eau. Quand on voit un peu l'importance de l'eau pour l'humain que nous sommes, on s'est dit, mais si on n'a pas de l'eau, il n'y a pas de vie. Peut-être que cela pourrait faire peut-être un tic dans la tête de ces différents pays qui ont pris ces engagements. Parce que l'autre chose aussi, on s'est dit, pour les ODD, on doit atteindre l'objectif d'ici 2030. On est déjà en 2023, il ne reste que 7 ans. Cela pourrait être aussi une pression pour ces différents pays de dire on a pris les engagements, essayons de les respecter, atteignons les objectifs et là, peut-être que cela pourrait marcher. Mais quand ce n'est pas contraignant, chacun fait ce qu'il veut et c'est là ce qui est mauvais. Alors, Alain Touchneau, est-ce que peut-être contrairement au climat, par exemple, qui, qu'on le veuille ou non, reste quand même une donnée presque abstraite, pas saisissable, c'est-à-dire on ne touche pas du doigt. L'eau, par contre, lorsque vous ouvrez le robinet, il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas. Vous touchez, vous sentez qu'il n'y a pas l'eau, vous voyez que le puits est en train de s'assécher, vous voyez que la rivière qui est derrière votre village a complètement disparu. Ça, on le voit, ça, on le touche, ça, c'est palpable. Est-ce que vous pensez que cette donnée-là pourrait permettre aux gens d'avoir une conscience beaucoup plus élevée vers les questions liées à l'eau plutôt qu'au climat? Or, c'est indéniable. Comme je le dis, si vous prenez les différents gouvernements, l'accès à l'eau est toujours inscrit à l'agenda des programmes d'action. Si vous prenez le cas du Bénin, vous n'allez pas me dire qu'avec Boni Yahi, l'eau n'était pas à l'agenda des programmes d'action. On a vu dans le cadre des objectifs donc, du millénaire pour le développement et dans tous les gouvernements, qu'ils soient du nord ou du sud, la question de l'eau est toujours parmi les priorités. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi je disais que tout le monde est sensible à la question de l'eau. Si vous prenez les politiques, ils sont toujours sensibles. Et vous l'avez si bien dit, quand on donne de l'eau dans un village, mais c'est clair qu'on s'attend à des gains politiques parce qu'on sait très bien ce que l'eau représente. Donc, pour moi, je suis convaincu que ces engagements volontaires seront suivis. Et quand vous comparez depuis 15 ans, depuis 20 ans, ça dit cette marche vers l'accès universel, elle se poursuit avec des résultats. Avec des résultats. Vous prenez des pays, je vous ai dit, on était à moins de 50% au Forum mondial de l'eau de Marseille en 2012. Et ce qui aussi
est en train donc d'évoluer, c'est que la question de l'assainissement, qui était une question qui était négligée, l'assainissement n'était pas au cœur des forums mondiaux. Mais nous avons vu, nous, on était les jeunes de l'Afrique de l'Ouest en 2012 à Marseille, on avait créé un petit village où on a commencé à parler de l'assainissement, mais ça n'avait pas emballé grand monde. Mais au Forum mondial de l'eau de Dakar, il y a eu un village de l'assainissement pour la première fois. Et l'assainissement a été inscrit au cœur même des discussions. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution quand il s'agit de la question de l'eau et les gens sont toujours sensibles. On n'a pas demandé, vous avez vu comment l'accès à l'eau est au cœur aujourd'hui du programme d'action du gouvernement, du président Patrice Talon. Donc c'est comme ça un peu partout. Vous allez au Sénégal, c'est la même chose. Parce que des pays vivent des crises et personne, aucun politique n'est insensible à la question de la crise de l'eau. Aujourd'hui, vous voyez dans le Sahel ce que représente l'eau. Je me rappelle à Marseille, le président nigérien était arrivé avec tout un avion et une grande délégation. Mais il est reparti avec beaucoup d'argent parce que quand il est venu avec un Sahélien, et je me rappelle à l'ouverture de ce forum-là, lorsque le jeune Sahélien a raconté, c'est-à-dire sa mésaventure et toutes les difficultés qu'ils avaient à avoir de l'eau, ça a touché tout le monde. Donc je suis convaincu que ces engagements, on va faire des progrès. Et après donc, cette conférence des Nations Unies, en juillet prochain, il va y avoir un forum politique de haut niveau, donc qui va encore faire un examen approfondi de la marche donc, des pays vers l'objectif de développement durable numéro 6, donc concernant donc, la question de l'eau. Donc, vous allez, même pour les pays du Nord, aujourd'hui, la question de l'eau est au cœur de toutes les préoccupations parce que on se rend bien compte que cette ressource est aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de préoccupations. La question des conflits. Parce que ici, on est en train de se battre pour l'accès à l'eau, mais ailleurs, les gens ont besoin de l'eau pour faire des barrages, les gens ont besoin de l'eau. Vous voyez, même les grandes crises aujourd'hui, on ne le dit pas assez, entre la Palestine et l'Israël, c'est la question de l'eau. Ouais. Entre l'Éthiopie et l'Égypte, où on veut installer un barrage sur le Nil bleu, les gens ont besoin de se parler, parce que l'eau n'a pas de frontières. Et si on ne dialogue pas, c'est clair que on va hypothéquer donc l'avenir des générations futures, parce que si vous n'avez pas de l'eau, vous n'allez pas vivre. Donc, ça là suffit pour démontrer qu'effectivement, ces engagements qui ont été pris, les gens n'attendront pas les milliards comme sur la question du climat, les gens ne vont pas attendre des milliards des autres pays. Déjà, au niveau de chaque pays, vous voyez les efforts qui sont faits pour progressivement pouvoir donner de l'eau potable aux populations. D'accord. Patrice Ago, bonjour. Bonjour. Merci bonjour. De nous rejoindre donc pour le débat matinal, le forum de discussion. Avant de revenir à vous dans un instant, je me tourne vers le président donc, du cadre de concertation des acteurs non étatiques sur l'eau. Quel est votre avis aujourd'hui sur les progrès, les avancées du Bénin en termes d'approvisionnement en eau potable? Est-ce que vous êtes satisfait de la situation actuelle du pays ou pour vous, il y a toujours des progrès non négligeables à faire? Merci. Pour ce qui concerne le Bénin, déjà en préparant cette conférence des Nations Unies, au niveau du CANEA, nous avons essayé de regrouper les organisations de la société civile pour faire le point et donner notre avis sur la situation au Bénin. Et nous avons fait un message que nous avons publié lors d'un point de presse. Et dans ce message, nous avons fait le constat qu'il y a des progrès qui ont été faits. Et ces progrès ont été faits beaucoup plus pour ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Même s'il y a encore des poches en milieu urbain où des gens n'arrivent pas à accéder à l'eau, ou en milieu rural où il y a encore beaucoup de problèmes pour accéder à l'eau. Mais il y a un progrès, il y a des investissements importants qui ont été faits à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, mais aussi la SONEF pour ce qui concerne le milieu urbain. Mais ce que nous avons surtout constaté, c'est que l'assainissement, l'hygiène et l'assainissement de base n'accompagnent pas, comme il se doit, les efforts qui sont faits pour ce qui concerne l'eau potable. Et nous avons souhaité qu'il y ait plus d'efforts pour ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement de base, qu'on priorise, que l'hygiène et l'assainissement de base figurent désormais au niveau des priorités nationales. Parce que lorsque vous créez les conditions pour accéder à l'eau potable, mais que l'environnement dans lequel cette eau potable est servie
n'est pas salubre, au finish, les populations ne consommeront pas de l'eau potable. Donc, nous avons vraiment mis l'accent sur la priorisation de l'hygiène et de l'assainissement et sur le fait qu'il va falloir continuer les efforts qui se font pour ce qui concerne l'eau potable. Mais nous avons également mis l'accent sur la gestion durable de la ressource. Parce que c'est à partir de la ressource qu'on exploite pour avoir l'eau potable, mais pour avoir aussi l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'élevage, l'eau pour l'industrie. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces dimensions de la gestion de l'eau dans l'approche de gestion intégrée des ressources en eau. Donc, un accent a été mis sur comment accélérer le processus de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau dans notre pays pour que les organes qui sont prévus puissent être mis en place et que les principes de la gestion intégrée des ressources en eau soient mis en œuvre pour faciliter, n'est-ce pas, la valorisation de la ressource et l'accès de la population à l'eau potable et à l'assainissement. D'accord. Alors, Monsieur Sago, il lui fallut donc 4 décennies et demie, plus de 4 décennies et demie, j'allais dire, pour tenir cette deuxième conférence sur l'eau par les Nations Unies. Autant dire que le réveil est certes tardif, mais il y a réveil quand même au regard des enjeux du moment. Bien sûr, donc les enjeux ont d'abord commencé par chez eux. Parce que vous avez vu, la France, l'année dernière, a eu une grosse sécheresse et ils ont déployé tous les moyens sans en arriver au bout. Ça, c'est ça. Aux États-Unis, c'est fréquent. Donc, c'est d'abord leur problème. Lorsque c'est devenu vraiment un problème pour eux, ils ont suscité vraiment ça. Ils ont les moyens pour le faire. C'est pour ça qu'on a toujours dit ici que la capacité d'adaptation, de résilience de ces pays du Nord sont tellement plus grandes que les nôtres. Donc nous, on n'a pas attendu ça. On n'a pas attendu vraiment cette deuxième conférence après 77 pour dire on prend des résolutions pour l'Afrique. Parce que vous allez dans les pays sahéliens, quand même, ce problème est au quotidien. Si vous voyez, l'homme ne suffit plus pour aller chercher l'eau. C'est les animaux qui ont mis en contribution pour aller chercher l'eau, charger voilà, tout pour aller chercher l'eau, des kilomètres. Chaque matin, il faut faire ça et revenir le soir. Donc, les conflits que vous avez entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est aussi ça. C'est l'eau, ça. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à régler ce problème de l'eau, c'est ça. Moi, j'étais à une émission sur une radio que je ne vais pas nommer le 22, la journée de l'eau, et j'ai entendu, l'émission était interactive. Oui, des efforts se font, mais ils ne sont pas suffisants. Ils ont témoigné de choses encore, ils m'écoutent, pour dire, c'est Dieu qui nous sauve. Nous, là, notre sauveur ici, là, c'est Dieu. Nous dormons sur l'eau, on n'a rien, il n'y a aucune infrastructure d'assainissement. Il n'y a pas de latrine. Il n'y a pas là où on va déféquer. Il n'y a pas là où on va uriner. Nous urinons dans l'eau. Nous déféquons dans l'eau. Et c'est cette eau que nous buvons. C'est So Zunko, témoignage du 22 mars, sur une émission du Radio de la Place. 2. Quelqu'un a semé dit. Il dit, nous chargeons nos motos des bidons jaunes depuis Sémékodi pour venir à Cotonou avant de trouver l'eau à boire. Une femme a téléphoné de Pondérou pour dire nous faisons pied de grue 3 heures du matin à côté de nos robinets avant d'avoir de l'eau potable. On ne dira pas que le gouvernement ne fait pas des efforts. On ne dira même pas que le gouvernement subjectif ne doit pas faire des efforts. Mais les efforts sont très insuffisants. Et on doit encourager nos gouvernants à aller plus loin. Si je dis ça, et qu'on ne donne pas des exemples frappants, les gens ne seront pas touchés. Zobodome, je donne ça. Même celui qui a parlé de choses du corps, c'est sur l'eau, ça. C'est-à-dire, vous avez l'eau, mais l'eau n'est pas potable. L'assainissement et l'hygiène, c'est très important. Même si on vous donne, on amène l'eau dans votre maison. Vous voyez des petits qui transportent des bidons de glyphosate. Des bidons de glyphosate. Et c'est dans ça qu'ils mettent l'eau qu'on leur a donnée. Au départ, peut-être l'eau était potable. Mais on met ça dans des bidons de glyphosate. Qui est meurtrier. On ne peut pas. Il faut toute une éducation pour dire voici comment vous allez utiliser l'eau. Voici comment vous allez. C'est ça. Je ne sais pas même. Vous avez vu aujourd'hui, on parle de pure water. C'est un problème ça. Ensuite,
Il y a des eaux de toute origine qui sont mises dans des plastiques qui nous viennent de tous bords. Qui a contrôlé ça? On ne prend pas l'eau pour devenir malade. On ne prend pas l'eau pour mourir. On prend l'eau pour satisfaire un besoin vital. C'est pour ça que vous allez voir dans nos villages, je l'ai toujours dit ici, on met un canari sous un arbre, tout passant a droit à boire de l'eau potable. Et tu n'as pas le droit de polluer cette eau-là avec quoi que ce soit. Tu vas mourir. Parce que c'est sacré. Vous voyez que vous allez à une réunion. On vous donne de l'eau, vous fermez les yeux et vous buvez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez mis toute votre confiance dans cette eau-là. Donc vous ne demandez même pas. Mais il paraît que des gens, avant d'amener l'eau, s'ils veulent vous tuer, je le dis ici, quoi. S'ils veulent vous tuer, ils empoisonnent l'eau avant de vous amener. Mais vous ne savez pas. Donc l'eau, c'est-à-dire que dans sa nature, tu te dis, bois-moi, c'est-à-dire que aie confiance en moi, bois sans craindre. C'est ce que ça veut dire. L'eau est sacrée, elle est vie, elle te donne confiance de bois-moi. C'est ça. Donc ici, nous devons faire encore des efforts complémentaires. Ce n'est pas seulement la SONEB. J'ai vu que la SONEB est fatiguée même, quoi. La SONEB est fatiguée. C'est-à-dire même au niveau des villes, la SONEB n'a plus les capacités de nous donner de l'eau potable à tous les endroits. Est-ce qu'on ne peut pas créer une société nationale pour venir en aide à la SONEB? Oui, elle est la seule. On peut faire deux. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si... Ou bien, il manque de moyens. Dupliquer. Peut-être qu'il manque de moyens. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à Pondéou, pour nous, c'est à Papa, et faire le pied de grue à 3 h du matin avant de l'eau. Ça, ce n'est qu'un exemple. C'est un peu partout dans le pays. Vous voyez? Donc, je voudrais dire que le président de la République, Naka, il a fait beaucoup. Beaucoup, vraiment. Il a vraiment fait beaucoup, mais ce n'est pas encore suffisant. Si nous allons au nord, on va à Dassa, à Savé, où il y a les collines. On ne peut pas, c'est-à-dire que la nappe phréatique est difficile à y accéder. Tout ça, là, c'est des... On ne dit pas que ce qui a été fait n'est pas bien fait. Mais il faut encore aller plus loin et surtout mettre l'accent sur l'assainissement et l'hygiène. Lorsque l'eau est polluée, tu n'as rien donné à quelqu'un. Tu n'as donné que de la maladie et de la mort. Et c'est pas ça que nous voulons. J'ai fait mienne les observations faites par M. Sagbo, mais j'aimerais bien revenir sur quelques sujets que vous avez développés. C'est vrai que quand vous allez dans certaines régions du Nord, quand vous voyez des populations se lever très tôt le matin pour aller chercher de l'eau, c'est une corvée matinale. Alors, je reviens par exemple à l'exemple de Kondéou, à Papa. Je crois qu'on a déjà dit une fois, c'est parce que j'ai fait le reportage, j'ai vu un peu ce qui se passe. Je me risque pas en défenseur du pouvoir, mais j'essaie de dire ce que j'ai vu sur le terrain. Voilà. Les gens, à Papa par exemple, il y a des gens qui ont les moyens, qui ont placé sur leur compteur d'eau des suppresseurs. Alors, quand ils mettent ces suppresseurs, le débit qu'ils tirent, quand vous êtes à côté de la maison, que vous n'avez pas de suppresseur, vous n'avez pas d'eau. Donc, c'est quand eux, ils sont au repos, que vous avez l'eau, tard dans la nuit, 3 h du matin. Donc, c'est un peu la situation au niveau d'Akpakpa. Alors, quand je parle aussi de la situation de Semenkodji, c'est vrai que là aussi, le problème se pose. Pas seulement à Semenkodji, même aussi à Porte-Novo. Mais ils ont construit, il y a des forages qui ont été faits à Adjara. Je l'ai vu, ils vont drainer cette eau-là d'Adjara. Il y a aussi la station d'eau qui est à Porte-Novo, qui a été réaménagée. Là, j'ai vu des choses, quoi. Ils sont en train de faire le drainage. C'est vrai que tant que les gens n'ont pas de l'eau dans leur maison, ils vont toujours crier qu'ils n'ont pas de l'eau. Ça, c'est vrai. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal. Donc, je me dis, si ce que j'ai vu, si le gouvernement peut aller jusqu'au bout du programme qui est mis en place là, les populations et d'Akpakpa et de Semenkodji, Porte-Novo, Agégué et à alentour auront de l'eau potable. Par rapport à Akpakpa, c'est la situation de suppresseur. Là, il y a une véritable pagaille à ce niveau-là. Les gens, même ils sont au ré, ils placent des suppresseurs, alors qu'au ré, on n'a pas besoin. Il faut d'abord être au 4e niveau avant de mettre le suppresseur. Et quand on met le suppresseur, il faut mettre d'abord un tank qui a de l'eau et après vous l'envoyez en haut. Mais les gens ne respectent aucune norme à la matière. Donc c'est un peu la situation. Je voudrais quand même expliquer cela. Voilà. Oui, je crois aussi qu'au-delà de... si les populations, pendant longtemps,
ont donc acquis ces suppresseurs et autres, c'est quelque part l'État a failli. Voilà. Parce que on a une réglementation qui devrait en réalité pouvoir donc, Réguler cela. donc permettre aux gens de comprendre qu'en réalité on n'a pas besoin de suppresseurs quand on est à ce là. Donc je crois que c'est des choses à corriger. Voilà. Mais il faut bien se rappeler qu'il y a aussi une question de densité de la population. On devient de plus en plus nombreux à Cotonou et l'offre en matière donc, de services ne suit pas la demande. Donc il faut être conscient que effectivement Cotonou aujourd'hui c'est plus de 2 millions d'habitants. Et on a besoin aussi d'augmenter la capacité de production pour pouvoir satisfaire cette demande-là. Et c'est ça qui fait que vous avez une grande partie d'Akpapa et le gouvernement en est conscient. Il y a un projet qui est là, qu'on attend, et le gouvernement, il y a eu des décisions du Conseil des ministres, on a demandé d'aller plus vite. Parce qu'effectivement, on est conscient aussi que la capacité, aujourd'hui, la capacité de production ne permet pas d'alimenter tout le monde. Donc, il faut accélérer la mise en œuvre de ce projet-là pour pouvoir satisfaire les populations de ces. Et l'autre chose, c'est que vous voyez, il n'y a pas que Cotonou, même les grandes villes. Donc vous avez vu dans le programme d'action du gouvernement, vous avez vu, on est passé pratiquement de 53% en 2015 à 70%. Donc il y a pratiquement 30% des populations qui n'ont pas accès à l'eau aussi en milieu urbain et comme en milieu rural. Donc il faut souhaiter que le rythme soit maintenu pour aller vers l'accès universel qui nous a été promis d'ici 2024, d'ici 2025. Mais quand pour le Bénin, bien sûr. Mais bien sûr, pour le Bénin. Parce que l'universellement, c'est 2030. Oui, c'est 2030. Voilà. Mais vous avez des pays comme le Sénégal qui sont déjà à 98% en milieu urbain et 95% en milieu rural. Mais le problème après, c'est comment on maintient le cap. Parce que la question donc, de la gestion durable de la ressource, mais elle est importante aujourd'hui avec la densité de la population, avec aussi les changements climatiques. Et n'oubliez pas que lorsque les pays vont commencer leur industrialisation, on aura besoin de plus d'eau. Et cette eau, il faut aller la chercher quelque part. C'est pour ça qu'il faut investir aussi dans la connaissance de la ressource. Au Forum mondial de l'eau, il y a une étude qui a été faite par un institut britannique avec WaterAid. Et WaterAid qui a annoncé que nous avons l'eau sous nos pieds que nous ne connaissons pas, notamment les eaux souterraines. Il faut investir dans la recherche pour connaître un peu comment l'eau se comporte sous terre. Et nos gouvernements ont beaucoup traîné vraiment à s'investir sur la connaissance de la ressource. Parce qu'il faut connaître la disponibilité pour pouvoir planifier donc, la gestion de cette ressource-là. La demande va augmenter avec donc la pression démographique, avec donc le développement, l'industrialisation, et on va davantage avoir besoin encore de l'eau. Donc il faut mettre en place des mécanismes, il faut véritablement que la gestion intégrée des ressources en eau qui appelle donc l'investissement dans la connaissance de la ressource, mais aussi des outils de planification. Tout ça là c'est important, sans quoi on va peut-être arriver à l'accès universel. Mais d'ici, quand vous faites un forage, au bout de 10 ans, vous n'avez pas le même débit. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, il faut faire des projections pour savoir, dans 10 ans, dans 20 ans, quelle sera donc la demande en eau et en fonction de ça, comment aller vers de nouveaux forages pour pouvoir donc alimenter donc la population. Alors, Monsieur Jogo, on va conclure sur le sujet en ce qui concerne bien sûr cette conférence des Nations Unies sur l'eau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au regard de tout ce que vous avez entendu sur place et voilà ce que pense aussi le cadre de concertation des acteurs non étatiques sur l'eau? Alors, je disais au départ que cette conférence avait pour objectif de faire le bilan à mi-parcours. Mais le message qui a été le plus clair, c'est que si on poursuit avec les tendances actuelles, on n'y sera pas en 2030. Donc, il faut innover. Et il faut innover en termes d'approche. Il faut innover en termes de moyens. Et il faut innover en termes de technologie. Et ces innovations appellent la participation et la contribution de tous, c'est-à-dire l'État, les entreprises, c'est-à-dire le privé, la société civile, mais aussi les usagers de l'eau. D'accord, très bien. Merci. Oui, si on dit ça, les gens ont tendance à dire on n'a pas l'argent, on n'a pas ceci. Mais c'est devant nous, sous nos yeux, que des entreprises polluent l'eau
Et ceux qui doivent leur dire cesser ne le disent pas. Logosokè est un exemple. Les sociétés sucrières qui sont ici, qui polluent nos nappes, l'eau de surface même, c'est-à-dire ceux qui sont capables de leur dire cesser, ne le disent pas. C'est-à-dire si l'autorité ne met pas ses empreintes pour dire ne le faites pas. Aujourd'hui, si les gens de Logosokè peuvent se satisfaire du lac, de la rivière Clou, c'est ça, la rivière Clou, on va diminuer les charges. La demande sera au niveau local. Donc, c'est des plans d'eau qui arrivent à régler un tant soit peu le problème avant que les grands programmes n'arrivent. C'est pour ça qu'il faut cesser que les grandes entreprises, c'est-à-dire que ne polluent, ne mettent plus la vie des populations en danger à la base. Et ceux qui sont chargés de dire arrêtez, ça cesse, puissent le dire. Sinon, on va les traiter de complices. De pollution de le plan d'eau et de la compromission de la vie de la population là-bas. Mais on l'a toujours dit ici, mais jamais rien n'a été fait. Il faut maintenant que ça change. Très bien. Monsieur Sabo, je reste avec vous. On en vient à présent, on parle à présent, j'allais dire, donc, de ce programme de dragage du lac Aimé. C'est toujours dans le même sillage donc, de l'eau, bien sûr, pour essayer de redonner vie à ce lac où les pêcheurs n'arrivent presque plus à avoir du poisson. C'est tout un écosystème qui est en difficulté. De l'autre côté, le gouvernement a donc pris sur lui de draguer donc, ce lac-là afin de permettre à cet écosystème de reprendre vie. Très bien. Donc, a priori, on va dire, toute action faite par le gouvernement pour satisfaire les besoins de la population sont très bien. Il faut dire ça. Mais... Le maire est très vite intervenu là. Non, nous avons toujours dit ça. On ne peut pas dire on fait du dragage parce que les gens font du dragage ailleurs. C'est du snobisme. Nous sommes ici dans un milieu en matière de science et de technologie. Il faut savoir de manière approfondie quels sont les problèmes. On a fait des études pour dire quels sont les problèmes, quelles sont les causes, comment nous devons y arriver, etc. etc. Nous avons eu la chance d'être invités au ministère un jour et c'est Adela qui nous a parlé avec une experte des Pays-Bas. Ils nous ont expliqué tout le programme, les étapes, comment on doit faire tout ça. Et nous leur avons dit, si vous perturbez un écosystème pour le rétablir, stabiliser, c'est après 10 années. C'est pour cela que nous ne vous encourageons pas à généraliser cette opération. Il faut faire des phases pilotes pour voir ce que ça va donner, le comportement des ressources dans l'écosystème et le comportement de l'écosystème. Justement, c'est une phase pilote. Il n'y a pas de problème, je ne suis pas là-bas. Et on a même dit de donner une place à la société civile pour qu'elle observe ce qui se passe. Je ne sais pas si tout ça l'est fait. Mais c'est les Pays-Bas qu'on a dit. La première opération qu'on a faite là-bas, nous sommes allés planter des mangroves dans la région. Un an avant, la première opération a détruit toute la mangrove. Tout. C'est ici. On en a parlé, personne, on n'a pas vu quelqu'un réagir pour dire « Ah, ce que vous avez fait, c'est mauvais ». Est-ce que c'est les Pays-Bas qui ont travaillé là-bas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ce que nous a dit au ministère qui se fait là-bas? Je ne sais pas. Mais si le ministère est satisfait, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je ne sais pas. Le ministre s'est dit satisfait de la qualité donc de la mise en œuvre du projet. Il dit, je cite, mes impressions sont que le projet s'est mené dans les meilleures conditions techniques et de respect de l'environnement. Je suis très satisfait de la façon dont les choses se sont passées et nous serons encore plus exigeants dans le repli pour qu'en se repliant, les impacts soient consolidés positivement et maintenus. Le dragage est attendu par les populations depuis plus de 50 ans. Donc, ce déclic donné par le gouvernement mérite d'être consolidé, amélioré pour qu'il y ait effectivement d'autres interventions, non seulement dans le lac Aimé, mais nous sommes également déjà dans le lac Nokoué et sur les lagunes de Porto Novo. Les plans d'eau vont être progressivement réhabilités et restitués aux populations, un écosystème et qui respecte les normes environnementales, étant donné que le développement touristique est en aval de toutes ces actions. Voilà ce qu'a dit. Mais si vous allez là où je dis, et sans même le dragage, vous voyez la mangrove. Si vous étiez malade avant d'y aller, ce que la nature nous a donné dans cette région-là, vous serez guéri avant de venir. D'accord. C'est une merveille. Je suis d'accord. Attendez. Non, attendez d'abord, je vais finir. J'ai fini dans 10 secondes. Okay, comme le ministre a parlé, c'est lui qui a commenté les travaux en notre nom.
et qu'il est satisfait, moi-même je le suis. Il n'y a pas de problème. D'accord. Non, je Oui. ne suis pas d'accord avec cette méthode péremptoire de dire que je suis d'accord. Vous avez la chance, on vous a expliqué le truc. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé sur le terrain pour vérifier, M. Sabo? Vous êtes à sauter Je sur vous ai dit avant l'opération, Mais après, nous étions partis planter. Avant qu'on démarre Lorsque les gens on voulait expliquer. Non, ils ont On fait vous a dit- premièrement. Non, ils n'ont pas dit là où ils vont commencer. Mais là, Ils n'ont pas dit, nous avons le projet à vue et les c'est un Pays-Bas. dragage pilote qui a été fait. Il n'y a justement, pas de problème. À Djondji Ronclou. Ils n'ont pas dit là où ils veulent commencer. On a entendu brutalement. Ah, vous l'avez brutalement. Non, brutalement. Que le ministère est allé lancer. Lorsque le ministère est parti lancer la première grue, ce que les gens ont fait là, ils ont détruit tout ce que nous avons fait. Comme je parle sous le contrôle de l'ONG Corde. Je parle. Bon, ok. Ce que C'est moi ça. je voudrais dire, Eman. Mais on était tellement découragés qu'on n'a plus suivi la suite. Parce que l'entreprise qui a fait ça là doit dédommager les populations et rétablir les mangroves qui étaient là. Normalement, c'est ça, avant de continuer sur son travail. Ok. Mais maintenant, le ministre a dit que c'est très bien, il est satisfait. Non, il a non. parlé à l'autre, non. Moi, je le crois parce que j'ai du respect pour lui. Bon, ok. Donc, c'est pour cela. Alors, ce que moi je voudrais dire, Eman, c'est vrai que d'abord tout le monde est unanime sur la question par rapport au fait que le lac est comblé. Parce qu'il y a le ruissellement, parce que tout ce qu'il y a comme arbre tout autour de ce lac a été coupé. Et par conséquent, tout ce qui est sédiment est allé dans le lac et ça a comblé le lac. Donc il fallait quand même qu'on puisse faire le dragage. Ça là, c'est indéniable. Alors, vous avez dit que vous avez mis des mangroves tout autour de cet écosystème. Mais puisqu'on doit faire le dragage, moi, je veux respecter quand même l'intelligence de tous ces gens-là qui travaillent tout autour de cette unité. Je me dis, il doit y avoir quand même une étude d'impact environnemental et social. Si cela est fait, ça veut dire qu'on doit respecter cela. Et comme on le dit, pour réparer quelque chose, il faut quand même gâter des choses. Si vous l'avez fait peut-être un an avant et que le dragage est fait, Monsieur Turki, c'est pour bon. moi, je me dis, si le dragage est fait, il faut d'abord qu'on puisse s'assurer que les gens ont pris des carottes pour s'assurer de la composition, je sais pas moi, du sédiment dans le lac. Pour qu'après, qu'on puisse s'assurer que cela puisse se restituer après. Parce que quand on parle de dragage, cela peut bouleverser l'ordre des C'est pas écosystèmes. peu, c'est évident. Voilà. Oui. Donc, pour moi, si on a pu respecter cela, c'est important. D'accord. C'est Alors- question, on a besoin quand même de faire le dragage quand même pour D'accord. le lac. Alors, Alain Toussaint, Mais j'ai pas- c'est j'ai dit un le projet, ministère. si vous permettez, M. Saro, c'est un projet qui tient à cœur au gouvernement. C'est le chef de l'État lui-même qui est allé le lancer, on s'en souvient, je pense, le 27 janvier 2022. Donc, il y a plus d'un an que ce projet pilote donc, du dragage du lac Aimé a été lancé. Est-ce que vous voyez quand même l'opportunité de ce projet, je vais dire, dans les conditions actuelles où les populations, justement, autochtones riveraines, se plaignent du manque de ressources halieutiques en ce qui concerne cet écosystème? Oui, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que, comme on le dit, le lac ne nourrit plus son homme parce qu'il n'y a plus de poissons. Ouais. Maintenant, au-delà de l'opération, quel mécanisme, quelle approche on met en place pour s'assurer que les comportements qui ont amené donc à ce problème-là, on ne puisse pas les avoir après. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'opération finisse avant de mettre en place donc De la verdure, tout. non, pas de la verdure, de mettre en place comment on appelle un comité autour du plan d'eau, comme l'AGI le préconise, pour que nous n'ayons pas ces mauvais comportements qui ont contribué au comblement de la ressource. Parce que véritablement, c'est ça. On va finir l'opération. Quand les gens vont continuer à donc abattre donc, tout ce qu'il y a comme couvert végétal autour du plan d'eau, c'est clair que progressivement, sédiments vont encore- c'est ça le problème. Donc, c'est bien l'opération, mais en même temps, c'est-à-dire en principe simultanément, il faut aller vers la gestion concertée. Parce qu'il n'y a pas que les pêcheurs. On se rend bien compte que les gens font de l'agriculture à côté. Les gens viennent, comment on Ils font appelle, des carrières, des et fois, voilà. les gens qui transportent, parce que l'eau sert en même temps aussi de transport. déplacement, oui. Il faut mettre en place, il faut appeler tous les usagers autour de la ressource et mettre en place donc un système de concertation pour que on puisse sensibiliser les gens. Sinon, on va encore finir donc de draguer et tout. On va attendre dans 50 ans, on va se rendre compte encore que le plan d'eau, c'est ça. Donc, je crois que nous devons aller progressivement à la gestion
intégrer des ressources en eau, parce que tous nos plans d'eau aujourd'hui ont les mêmes problèmes. Et quand vous constatez, vous allez vous rendre compte que c'est toujours les mauvais comportements qui ont amené à cela. D'accord. Et on sait très bien qu'autour des plans d'eau, ce qu'il faut faire pour que nous n'ayons pas de ce genre de situation. Donc, les opérations, oui, mais derrière, qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que cette ressource-là, si chère, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de poissons, d'ici là, il n'y a plus de crabes, il n'y a plus rien. Donc, si nous voulons, et nous avons des instruments, la loi sur la pêche, le PNE ici a travaillé avec la direction des pêches. Nous avons une loi sur la pêche qui, en principe, si elle était appliquée, devrait donc décourager ou amener progressivement tous les usagers donc à se mettre au pas par rapport au bon comportement qu'il faut avoir pour ne pas détruire ou dégrader donc la ressource. Très bien. Alors, M. Sogo, est-ce que le Canada a un avis vis-à-vis ou par rapport, j'allais dire, à cette opération du dragage du lac Aimé? Oui, tout à l'heure, je disais que dans le message que nous avons délivré dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur l'eau, nous avions mis l'accent sur le fait qu'il faudrait accélérer la mise en œuvre de la Giro-Bénin. Et accélérer la mise en œuvre de la Giro-Bénin, cela suppose que toute action liée à l'eau puisse être menée de façon à ce que l'ensemble des acteurs soient impliqués et que l'on se base sur la connaissance de la ressource, comme le disait tout à l'heure Alain, pour pouvoir planifier et mettre en œuvre ces actions. Cela est important parce que si on ne règle pas le problème qui a amené au comblement, même si on drague, si on continue les mêmes pratiques, on aura encore le comblement. Donc, il est important... Avec des milliards en fumée. Oui, il est important que la gestion intégrée des ressources en eau devienne vraiment une réalité, et surtout lorsque nous voulons aborder des actions aussi importantes que le dragage, que l'on puisse s'assurer que cela se fait dans les conditions prévues par cette approche. Cela est important parce que, de toutes les façons, il fallait faire quelque chose pour ce lac qui n'avait plus de ressources halieutiques. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais encore à l'école, j'allais passer mes vacances au bord du lac, ma mère étant de cette région. Et le poisson, le crabe, on en avait à satiété. Mais aujourd'hui, il y a même des poissonneries qui vendent du poisson congelé dans la zone. Donc, même sur le lac. Même sur le lac. Sur le lac. Exactement. Donc, cela veut dire qu'il faut une action. Et si c'est le dragage qui a été retenu, et je pense que le dragage qui se fait sur des zones précises. Ce n'est pas tout le lac qui est maintenant concerné. C'est vraiment des actions pilotes qui sont en train d'être menées. Mais il va falloir vraiment communiquer beaucoup plus autour de cette action. Et observer. Et observer comment est-ce que ça se passe. Et communiquer aussi sur les résultats. C'est-à-dire qu'on a fait l'action, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire la mise en place d'un comité de suivi. Il faut vraiment qu'il y ait une meilleure communication pour qu'on s'assure que cela se passe dans les conditions. En tout cas, la mise en œuvre de ce projet pilote donc, va se poursuivre pour les populations donc, des communes de Bopa, Grand Popo, Kouéoué, Pomassé et Ouida. Et le ministre José Tonato a également rappelé que des travaux confortatifs restent amenés sur le chantier, mais aussi la réalisation des parcelles et des débarcadères. Et les travaux du dragage donc, pilote du lac Aimé à Djondji, Ronclos, ont été lancés, je vous l'avais rappelé, par le président Talon. C'était en 2022. Merci beaucoup à vous, André Sogo. Vous êtes donc le président du cadre de concertation des acteurs non étatiques sur l'eau, CANEA. Eau, c'est bien cela. Merci. Eau et assainissement. Eau et assainissement. Hygiène, il faut mettre ça. D'accord. Eau, assainissement, hygiène, propreté, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup d'être passé sur Secteur 7 matin. C'est moi. Merci également à vous, M. Sabo, d'être venu nous éclairer et apporter également votre contribution au débat. Alain, merci. Merci. Will, à mardi prochain. Oui, à mardi prochain. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, bien sûr. Inch'Allah. 5 sur 7 matin, on va bien évidemment prendre une pause, revenir juste après vous parler d'une variété de l'amarante. Ce sera avec Marc Sewaï. Derrière, les sports de Blaise Adankoué pour boucler la boucle, la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.